www.fmliberté.com. Merci d'être à l'écoute de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. L'invité de la rédaction, c'est le journaliste indépendant Olivier Fado-Dossou, en ligne avec nous depuis Bruxelles, en Belgique. Il sera question aujourd'hui du procès de Laurent Gbagbo. Vous le savez, ce jeudi 28 janvier 2016, s'est ouvert à la Cour pénale internationale de La Haye le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo. Avec donc notre invité, nous verrons la composition du dossier, ou du moins les charges retenues contre Gbagbo, et surtout la crédibilité de la Cour pénale internationale. Eric Alovo assure la technique et je suis Bill Emile Davolco micro. FM Liberté, la référence. Olivier Fado-Dossou, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Et nos auditeurs sont câblés, scotchés sur le www.fmliberté.com. Et pour commencer, tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'historique de cette crise ivoirienne qui a commencé en 2010 avec l'élection présidentielle contestée. Il y a eu deux résultats proclamés, l'une par la Cour constitutionnelle et l'autre par le Conseil constitutionnel. Il y a eu donc un cafouillage. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont été proclamés par deux différentes institutions. Revenez-nous donc sur cette crise. Pourquoi en est-on arrivé là? Oui, merci pour votre invitation. Alors, je dois dire d'abord, apporter une précision et dire qu'il n'y a pas eu, contrairement à ce que vous affirmiez au début, il n'y a pas eu deux résultats qui ont été proclamés. Il y a eu bel et bien un seul résultat qui a été proclamé par l'instance qui a la compétence pour le faire. Et cette instance, c'est le Conseil constitutionnel ivoirien. Et le Conseil constitutionnel ivoirien a tranché en dernier ressort en sa qualité de juge électoral. Et c'est tout logiquement que le président Gbagbo a été déclaré vainqueur des élections. Alors, quant à ce qui a été annoncé par le représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui est Yoon Jin-choi, le Sud-Coréen, c'est tout simplement que ce monsieur a outrepassé ses prérogatives. Parce que, évidemment, le mandat des Nations Unies lui demande tout simplement d'assurer la certification électorale. Et la certification électorale, comme ça s'est fait au premier tour, c'est uniquement de s'assurer que les différentes étapes au niveau de la chaîne électorale ont été bel et bien respectées et validées. On entend par chaîne électorale, évidemment, le recensement, la mise en place du fichier électoral, l'organisation matérielle des élections, le vote proprement dit, et ensuite les différentes phases de recours et la proclamation par le juge constitutionnel ivoirien. Et ces différentes étapes ont été respectées. Ensuite, il y a une précision qui est importante d'apporter pour clarifier toute forme d'ambiguïté, c'est que lors de ces élections au niveau du second tour, le camp d'Alassane Ouattara n'a pas introduit de recours au niveau du Conseil constitutionnel ivoirien. Et le président Gbagbo, président sortant, a introduit une série de recours, notamment par rapport aux nombreuses violences qui ont caractérisé le vote dans les zones du CNO, c'est-à-dire le centre nord et ouest de la Côte d'Ivoire qui étaient aux mains des rebelles. Et fort de ces recours-là, le Conseil constitutionnel ivoirien a tranché
et a estimé que les zones contestées par le président Gbagbo étaient des zones litigieuses où le scrutin n'a pas véritablement été transparent. Donc elle a annulé purement et simplement les votes contestés. Et donc ce qui s'est passé à la fois montre à quel niveau nous avions eu droit à une véritable ingérence de la part des États-Unis et de la France. Parce que l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, M. Carter, et l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, M. Marc Simon, ont outrepassé leurs prérogatives et sont sortis du droit de réserve habituel dévolu aux diplomates pour clairement s'immiscer comme partie prenante de l'élection ivoirienne en allant jusqu'à menacer les autorités ivoiriennes et faire proclamer par le camp Ouattara de façon complètement frauduleuse dans le siège de campagne d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire à l'hôtel du Golfe, des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Et ce qui est important de préciser, c'est que la Commission électorale n'a pas vocation à se substituer au juge électoral. Elle donne des résultats, mais elle ne proclame pas le vainqueur selon la loi en la matière dans tous les pays. C'est la même chose en France, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose au Bénin, etc. Or, cette fois-ci, nous avions eu un parti pris flagrant des diplomates, comme je l'ai mentionné, mais surtout le fait que la Commission électorale nationale indépendante ivoirienne a proclamé les résultats dans le siège de campagne du candidat Alassane Ouattara, en présence de l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis et du représentant spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le Sud-Coréen Yoon Jin-choi. Et ce, en violation même des dispositions du code électoral qui demandaient que les élections soient proclamées au siège de la commission électorale, d'une part, ou au niveau de la télévision nationale. Elles ont prétexté que le camp Gbagbo les empêchait de délivrer sereinement les résultats au niveau du siège de la commission électorale et ensuite au niveau de la télévision nationale. Mais même si, à supposer que cet argument-là soit un argument recevable, il aurait fallu que la commission électorale choisisse un siège neutre ou une autre forme de représentation qui pourrait être sécurisée, où elle pourrait délivrer les vrais résultats de la commission, les vrais résultats des élections au niveau du second tour. Ce qui n'a pas été le cas. Elle a choisi manifestement de prendre parti et d'aller délivrer les résultats au niveau du siège d'un des candidats en lice. Et ça, c'est manifestement une preuve de partialité, donc de violation du code électoral. À partir du moment où des élections sont proclamées dans le siège d'un candidat, ces élections ne valent rien, elles sont nulles et non avenues. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qu'il importe de remarquer aussi, c'est que la commission électorale ivoirienne était fort close. Elle disposait de 3 jours pour proclamer les résultats provisoires, avant les recours, bien évidemment, qui allaient être tranchés par le Conseil constitutionnel ivoirien. Elle l'a fait au-delà des 3 jours réglementaires. Donc, à partir de cet instant-là, elle apparaissait définitivement dans l'illégalité. Et c'est fort de cela que le président du Conseil constitutionnel ivoirien a déclaré ces résultats nuls
et non avenu et a décidé de reprendre en main comme le prévoit la loi, c'est-à-dire qu'après 3 jours, lorsque la commission électorale est en défaut de respecter ce délai-là qui lui est imparti par le code électoral, le Conseil constitutionnel devient de facto la seule instance en dernier ressort qui doit dire le droit et trancher. Ce qui a été fait, et donc le président Gbagbo, tout bonnement, a été déclaré vainqueur. Donc, voilà les premières remarques que je peux tout de suite apporter par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler la crise électorale en Côte d'Ivoire. En réalité, il n'y a jamais eu de crise électorale. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement une véritable imposture criminelle qui a été mise au jour avec des institutions et des organisations internationales qui sont sorties de leurs prérogatives et de leur mandat pour violer la souveraineté ivoirienne et installer à la tête du pays un homme lige qui est Alassane Ouattara. Justement, ces institutions internationales, notamment l'ONU, l'ambassade de France, des États-Unis et autres, soutiennent aujourd'hui que c'est le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite qui est le véritable effet qui a été la vraie cause de la guerre civile que nous avons connue. C'est l'une d'ailleurs des charges qu'on retient contre Gbagbo aujourd'hui, qu'il a refusé de reconnaître sa défaite et a décidé de s'accrocher au pouvoir par les armes. Oui, alors cette affirmation-là, en réalité, ce n'est qu'une forme de supercherie, à la fois intellectuelle, mais surtout politique, pour une raison très simple. Si les Nations Unies tenaient un autre discours, il aurait été clairement flagrant qu'en réalité, ce sont les Nations Unies, la France et les organisations internationales, les États-Unis, qui sont à la base du chaos ivoirien. Et donc, elles seraient partie prenante au procès, à la CPI, soit en qualité de témoin ou soit en qualité d'accusé. Mais justement, toute la question ivoirienne repose sur un mensonge international. Dans quelle situation a-t-on jamais vu dans un conflit une seule partie présentée comme l'unique responsable ou l'unique personne qui a eu à créer un certain nombre de problèmes, alors qu'il est établi qu'il y avait plusieurs parties qui étaient en cause, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Union européenne, vous avez l'Union africaine, la CEDEAO, le Burkina Faso, le Sénégal, etc., etc. Nous avions eu droit en Côte d'Ivoire à une conspiration internationale contre le président Gbagbo. Alors, on ne saurait comprendre la crise ivoirienne si l'on ne fait pas un petit peu un retour en arrière. Parce que ce qui s'est passé en 2010, c'est-à-dire cet épilogue sanglante et tragique, là en réalité, n'est que la conséquence d'une guerre permanente de basse intensité qui a commencé depuis 2000 à l'arrivée au pouvoir du président Gbagbo. Le président Gbagbo, lorsqu'il vient au pouvoir, en octobre 2000, il a un projet de société de rupture d'avec l'ordre colonial et néocolonial dans lequel la plupart des intérêts français qui étaient sauvegardés, c'était des intérêts français où la Côte d'Ivoire était une véritable vache à lait à tous les niveaux. Vous prenez au niveau du port autonome d'Abidjan, vous prenez les grandes sociétés de pétrole, vous prenez Bouygues qui est dans l'exploitation de l'électricité et de l'eau, vous avez
au niveau de la SODECI et CIE. Vous avez également dans le domaine du cacao, nous y reviendrons tout à l'heure, avec les multinationales qui opèrent, etc., etc. Et dans le domaine dont on ne mentionne pas assez, le domaine également pharmaceutique. Un seul exemple. Le président Gbagbo, lorsqu'il vient au pouvoir, en octobre 2000, il bénéficie de l'aide du gouvernement français d'alors, qui était le gouvernement de Lionel Jospin, puisque Jospin était Premier ministre. Et il lance une série de réformes, etc., qui seront bien reçues. À partir du moment où, en mai 2002, Lionel Jospin est battu aux élections présidentielles, le calvaire du président Gbagbo va commencer. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que, à partir de septembre 2002, il sera attaqué par des rebelles armés, en réalité par la France, avec comme base arrière le Burkina Faso de Blaise Compaoré, le Sénégal de Wade également qui s'est impliqué, pour déstabiliser une politique progressiste qui était en train de rompre avec l'ordre néocolonial et de pillage de la Côte d'Ivoire. Donc, il voulait mettre en place, par exemple, une politique d'assurance maladie universelle qui permettait d'offrir des soins de santé moins chers, avec une sécurité sociale, avec une mutuelle pour des paysans, pour la population ivoirienne qui vit dans une misère terrible. Et ça impactait sérieusement les énormes bénéfices des multinationales pharmaceutiques qui se partagent le gâteau ivoirien. C'était inacceptable. Et d'un autre côté, sur le plan du café-cacao, il avait mis en place une série de mesures progressistes qui permettaient aux planteurs de café-cacao de gérer elles-mêmes leur récolte, de vendre à des prix qui soient des prix très intéressants pour eux, et surtout une série comme ça de formations sur les enjeux des cours mondiaux au niveau de la bourse de Chicago, comme vous savez, qui est la bourse des matières premières. Et donc, la plupart de ces coopératives d'agriculteurs-là ont commencé à exercer sur leurs produits une véritable souveraineté et à commencer à dégager des excédents financiers qui leur permettaient de respirer, d'envoyer leurs enfants à l'école, de se construire des logements plus décents et de vivre dans une certaine dignité. C'était impensable pour la France de Jacques Chirac. Il fallait que le président Gbagbo parte par tous les moyens. Ça a commencé depuis l'attaque de Ibrahim Koulibaly en janvier 2001 et ça va culminer du moins jusqu'en septembre 2002 avec la rébellion qui va mettre complètement le pays à genoux et le diviser en deux. Mais à partir de cet instant-là, on assiste à quoi? On assiste à la fois ce que j'appelle une guerre globale. Qu'est-ce qu'une guerre globale? Ça a été une attaque systématique du président Gbagbo sur tous les fronts. Sur le front diplomatique, où la France va réduire ses appuis budgétaires et financiers à la Côte d'Ivoire, mais malgré ça, le président Gbagbo va payer les fonctionnaires, va payer les salaires des militaires, va payer les représentations diplomatiques, va financer un certain nombre de grands travaux, comme la construction du palais présidentiel à Yamoussoukro, etc. Donc, guerre diplomatique, guerre financière, ok, une guerre économique totale, une guerre médiatique. Le président Gbagbo est présenté comme un bourreau de son régime, un dictateur, il ne respecte pas les droits de l'homme. Ensuite, lui et sa femme sont traînés dans la boue comme étant ceux qui organisent les escadrons de la mort à Abidjan, qui tuent les opposants, etc., etc. Ensuite, vous avez le point culminant, ça va être
2010-2011 avec une guerre humanitaire, où au nom de la protection des civils, on va aller, soi-disant, se faire un mandat onusien, donc le fameux mandat 1975, qui va légitimer l'action criminelle de la France, des Nations Unies, de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, pour soi-disant détruire les armes lourdes de Gbagbo. Dans quel pays a-t-on vu deux partis en conflit où on ne détruit les armes soi-disant lourdes qu'au niveau d'une seule partie, donc la partie présidentielle? Donc ça, c'est en gros la situation qui prévalait en Côte d'Ivoire de 2000 à 2010-2011, qui est en fait le point culminant qui va voir la chute du président Gbagbo et sa déportation à la Cour pénale internationale. Donc, il faut dire, juste pour apporter une dernière précision, que la Côte d'Ivoire a toujours été construite suivant un paradigme qui était celui du fait que cette terre-là appartient à tout le monde. C'est le principe de la terra nullius, c'est-à-dire un territoire sans maître. Ça a été la philosophie d'Houphouët-Boigny, qui a accepté d'installer des multinationales dans son pays, dans le domaine agricole, avec les bananeraies, avec le secteur du café et cacao, aux mains des multinationales françaises, américaines, etc., mais surtout au niveau du foncier, avec les terres qui, pour la plupart, étaient exploitées par de la main-d'œuvre qui venait généralement des pays environnants. Donc, l'Ivoirien se sentait dépossédé lui-même de son propre territoire. Et sur le plan même symbolique, la Côte d'Ivoire était administrée, gouvernée par la plupart des administrateurs français ou même des ministres français qui détenaient le véritable pouvoir. On a parlé de Antoine Césaréo qui était aux grands travaux, on a parlé de Raphaël Salaire qui était ministre des Finances, Raphaël Salaire qui est un Antillais, ensuite il est français, il gouvernait en Côte d'Ivoire quasiment. Vous avez des Blancs à tous les niveaux. Lorsque Houphouët-Boigny gouvernait ce pays, à l'époque on parlait d'Abidjan-sur-Seine. Donc, à partir du moment où le président Gbagbo va contester toute cette politique-là que symbolisait Houphouët-Boigny, c'est ça son crime. Avoir contesté la personnalité d'Houphouët-Boigny et le symbole qu'il représentait, c'est-à-dire le symbole de la dépossession de la dignité ivoirienne et même africaine, au profit d'une vision plus nationaliste, progressiste. Et ça, c'était un crime impardonnable par tous les lobbies néocoloniaux et de la France-Afrique. Et voilà aujourd'hui ce qu'il paye à la Haye. Tout le reste n'est que de la littérature et de la paresse intellectuelle. Et pourquoi il a été transféré à la Haye? C'est la question que beaucoup d'Africains se posent depuis des années. Pourquoi il n'a pas été jugé en Côte d'Ivoire, mais on l'a livré à la Cour pénale internationale? Alors, on l'a livré à la Cour pénale internationale pour, je pense, pour plusieurs raisons, mais la raison essentielle me semble d'ordre symbolique et politique. C'est-à-dire qu'il faut donner une leçon à ceux des dirigeants africains qui seraient tentés d'emprunter la même voie que le président Gbagbo, en leur disant, vous voyez ce qui arrive à Gbagbo, c'est ça qui va vous arriver si vous ne marchez pas dans la ligne droite. C'est le principe du nègre qui s'échappe des plantations. Dans l'histoire de l'esclavagisme en Amérique du Nord, toutes les fois que le nègre, l'esclave, fuyait les plantations, quand il était rattrapé par les contremaîtres, il était battu jusqu'à sang et pendu généralement par les côtes. Et il était pendu et battu devant les autres esclaves, qui voyaient très bien le châtiment qu'on lui infligeait. Et ça faisait dire aux autres, vous voyez ce qui va vous arriver si vous
tenter de fuir cet enclos-là, cet enclos colonial, cet enclos esclavagiste. Et c'est la même leçon sur le plan des symboles qui a été renvoyée à l'Afrique tout entière, en disant, vous, pays africains, si vous tentez de sortir du franc CFA, de répudier les bases militaires françaises en Afrique, de dénoncer l'Organisation mondiale du commerce et son libre-échange, de refuser les accords de partenariat économique de l'Union européenne, de rejeter le FMI et la Banque mondiale, voilà ce qui va vous arriver. Vous serez châtiés et humiliés comme ça et incarcérés loin de vos terres à la Cour pénale internationale. C'est tout simplement ça. Et il y a un livre qui vient de paraître à ce niveau que je conseille aux auditeurs qui s'intitule « Le Joker des puissants ». La Cour pénale internationale est un instrument en dernier ressort qui sert tout simplement à rendre les Africains plus dociles. Vous avez des milliers de morts que Israël commet sur les Palestiniens, mais aucun général israélien, encore aucun premier ministre israélien n'est arrêté et détenu à la Cour pénale internationale. D'ailleurs, Israël n'a pas ratifié le fameux traité de Rome. Vous avez la France également qui ne reconnaît pas Rome, malgré les crimes, les viols en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, et même en Libye, où la France de Sarkozy et les États-Unis, et donc l'OTAN, ont détruit complètement la Libye. Au nom de la protection des civils, aujourd'hui, il y a plus de 100 000 morts, un pays qui n'existe plus, qui est rayé de la carte. Mais ils ne sont pas jugés à la haie, ces militaires-là, encore moins Sarkozy, Obama et les autres. Donc voilà, les Africains, nous devons faire très très attention à ces éléments-là, d'ordre politique, d'ordre symbolique, d'ordre philosophique. Et c'est très très important pour comprendre ce qui se joue à la haie. Il se joue juste la volonté de taire par tous les moyens un président insoumis. Lorsque les Nations Unies ont décidé de faire de Laurent Gbagbo une reine d'Angleterre, entre guillemets, c'est-à-dire un dirigeant sans pouvoir, avec uniquement des responsabilités honorifiques, à partir des accords de Linas Marcoussis, qui a été entériné à la conférence de Kléber des chefs d'État en 2003, le président Gbagbo a refusé ça. Il a dit toutes les fois qu'il y aurait un conflit de compétences entre les accords de Marcoussis et la constitution ivoirienne, je choisis la constitution ivoirienne. Il y a un principe de souveraineté. Et là, il est inacceptable. Je rappelle qu'à partir des années 2004, je crois, et 2005, vous aviez même vu ce qu'on appelait un GTI, c'est-à-dire un groupe de travail international qui était dirigé par un diplomate suédois qui s'appelle Pierre Scory, qui avait complètement décidé de dissoudre le Parlement ivoirien et de dire que le Parlement ivoirien n'existe plus. Lui suit sa simple décision alors qu'il n'est même pas ivoirien, en disant désormais c'est le groupe de travail international, le GTI, qui est un organe mis en place par les Nations Unies qui gère la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes en colonisation ou quoi? À partir du moment où vous vous contredisez vous-même en disant on reconnaît le président Gbagbo comme président légitime et légal, mais en même temps vous dites s'il est président, mais il doit se cantonner à un rôle honorifique. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il doit inaugurer juste les chrysanthèmes. C'est inacceptable. Donc, les parlementaires ivoiriens, amenés par Mamadou Koulibaly à l'époque, ont rejeté ces injonctions du groupe de travail international, ont décidé de faire front et d'être dignes et d'être des hommes debout. Et c'est ce qui s'est passé. Et le président Gbagbo paye aujourd'hui pour tout cela. Il paye aujourd'hui pour tout cela. C'est pas pour autre chose. Tout le reste n'est que... Sinon, si on devait faire, juste un dernier élément, si on devait faire une comptabilité macabre, c'est-à-dire que de 2002
à 2011, avril 2011, le 11 avril précisément où il a été arrêté, les rebelles amenés par Ouattara, le Burkina Faso de Blaise, Goodluck Jonathan, la France de Sarkozy et de Chirac tiennent le haut du pavé en matière de comptabilité macabre, c'est-à-dire que ces personnes, ces institutions ont le plus tué les Ivoiriens que le président Gbagbo, qui s'est défendu avec les moyens que l'État ivoirien mettait à sa disposition. Mais ces personnalités-là et ces institutions-là, les avez-vous vues à la Cour pénale internationale? Non. Voilà toute l'énigme et en même temps toute la supercherie du procès qui a lieu en ce moment à la CPI. Messieurs et dames, gardez votre position d'écoute. Nous allons marquer une courte pause et retrouver notre invité juste après pour parler de la CPI, la Cour pénale internationale. FM Liberté, l'esprit du patriote.